l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'Esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Que se passe-t-il réellement lorsqu'une personne éveillée rencontre son âme sœur? On pourrait imaginer que la réponse est d'une simplicité enfantine. Deux êtres conscients, ayant chacun accompli leur travail intérieur, finissant enfin par se trouver dans une sorte d'apothéose romantique. Des feux d'artifice, une harmonie parfaite, la fin de toute quête et de toute errance. Pourtant, Carl Gustav Jung, qui a passé sa vie entière à sonder les profondeurs de la psyché humaine, a découvert quelque chose de bien plus complexe, de bien plus vaste, et en fin de compte, de bien plus fascinant. Voici le paradoxe fondamental. Le moment précis où vous cessez d'avoir besoin de quelqu'un pour vous compléter est souvent le moment exact où vous devenez capable de rencontrer véritablement l'autre. Non pas la version fantasmée que vous projetiez sur chaque personne qui vous donnait des papillons au ventre, mais l'être réel, la rencontre authentique de deux âmes qui changent absolument tout. Et Jung comprenait cela mieux que quiconque, parce qu'il l'a vécu dans sa chair. Il l'a étudié. Il l'a étudié. Il a lutté avec cela dans ses propres relations, complexes, souvent tumultueuses. Il a cartographié tout le territoire psychologique de la connexion profonde. Ce n'est pas une connexion par le besoin, ni par la projection, mais par ce qu'il appelait la cognontio, l'union sacrée de deux êtres entiers. Il a également découvert un phénomène troublant. Il a remarqué que, lorsque les individus étaient véritablement prêts pour ce genre de connexion, l'univers semblait conspirer pour la provoquer. Il a nommé cela la synchronicité. Ce sont des coïncidences significatives qui défient toute explication logique. Vous pensez à quelqu'un, et cette personne vous appelle dans la minute qui suit. Vous avez besoin d'un certain type d'énergie dans votre vie, et cette personne apparaît à un coin de rue. Vous êtes prêt pour l'amour, et soudain vous ne cessez de croiser la même personne dans des circonstances improbables. Mais la synchronicité ne fonctionne que lorsque vous êtes aligné avec votre moi profond. Lorsque vous vivez de manière authentique, lorsque vous avez fait le travail nécessaire pour devenir qui vous êtes réellement. C'est comme si l'univers répondait à votre complétude intérieure en la reflétant dans les circonstances extérieures. La plupart des gens poursuivent des relations à partir d'un sentiment d'incomplétude, de manque. Vous l'avez fait. Je l'ai fait. Nous l'avons tous fait. Nous rencontrons quelqu'un et soudain, cette personne semble porter tout ce qui nous manque. Elle est confiante là où nous sommes insécures. Elle est calme là où nous sommes chaotiques. Elle est libre là où nous nous sentons piégés. Et nous pensons que c'est elle. Nous pensons que c'est notre personne, celle que nous cherchions depuis toujours. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce coup de foudre que vous ressentez n'est pas de l'amour, c'est de la reconnaissance. Vous reconnaissez votre propre inconscient. Vous voyez vos propres pièces manquantes se refléter sur le visage d'un autre. Et cette reconnaissance ressemble à de la magie jusqu'au jour où elle s'effondre, jusqu'à ce que l'autre ne puisse plus porter vos projections, jusqu'à ce qu'il révèle sa simple humanité. Arrêtez-vous un instant. Respirez. Sentez ce que ces mots éveillent en vous. Réfléchissez à la dernière personne qui vous a coupé le souffle. Rappelez-vous ce sentiment
d'avoir connu cette personne depuis toujours, comme si elle comprenait des parties de vous que personne d'autre n'avait jamais touchées. Ce n'était pas une illusion, c'était une reconnaissance réelle. Mais vous vous reconnaissiez vous-même, pas l'autre. Vous perceviez votre propre potentiel, vos propres profondeurs inexplorées, votre propre vie non vécue projetée sur son histoire. Jung appelait cela l'anima et l'animus, les énergies féminines et masculines intérieures que nous portons tous, sans exception. Quand vous n'avez pas intégré ces parties de vous-même, vous les projetez vers l'extérieur. Vous tombez amoureux non pas d'une personne, mais de votre propre âme qui essaie désespérément de s'aimer à travers le corps d'un autre. C'est précisément pour cela que l'éveil change tout dans l'amour. Il était une psychologue clinicienne, 47 ans, établie à Lyon. Elle avait consacré 20 ans à aider les autres à démêler leurs schémas relationnels, à identifier leurs projections, à nommer leurs blessures d'attachement. Dans son cabinet, elle était précise, éclairée, presque souveraine. Elle connaissait les mécanismes de défense mieux que la plupart. Elle pouvait repérer une projection animus chez une patiente en 3 séances. Sa vie professionnelle était un modèle d'intégration jungienne. Mais le soir, en rentrant dans son appartement du Vieux Lyon, quelque chose se contractait dans sa gorge. Pas de la tristesse, précisément, plutôt un nœud serré, comme si quelque chose d'essentiel attendait derrière une porte qu'elle n'osait pas ouvrir. Elle avait eu 2 relations longues. Les 2 s'étaient terminées de la même façon. L'autre finissait par dire qu'elle était trop dans sa tête, trop analysante, trop absente à elle-même, malgré toute son intelligence. Elle refusait d'y croire. Elle était thérapeute. Après tout, elle avait fait son analyse personnelle pendant 7 ans. Elle connaissait son ombre, ou du moins, c'est ce qu'elle se disait. Un soir de novembre, après une séance particulièrement difficile, avec une patiente qui répétait le même schéma d'abandon pour la 3e fois, quelque chose s'est fissuré en elle. Elle s'est assise à son bureau vide, les mains posées à plat sur la table froide, et elle a senti, pour la première fois depuis des années, l'étendue réelle de sa propre solitude. Pas intellectualisée, pas analysée, pas réencadrée en termes jungiens. Brute, nouée. Elle a pleuré sans chercher à comprendre pourquoi. Et dans ce moment-là, quelque chose de fondamental s'est déplacé. 6 mois plus tard, elle a rencontré un homme lors d'un séminaire sur la phénoménologie. Ce n'était pas un coup de foudre spectaculaire, c'était une reconnaissance tranquille, presque déconcertante, dans sa simplicité. Il avait ses propres ombres visibles, ses propres limites claires, et pourtant, pour la première fois, elle ne cherchait pas à les effacer ou à les réparer. Elle les voyait, simplement. Elle le voyait, lui. Ce soir de novembre avait été le seuil. En cessant de se réfugier derrière sa connaissance, elle était enfin devenue disponible à la rencontre réelle. La conscience ne protège pas de la vulnérabilité, elle en fait la porte d'entrée. S'éveiller dans le cadre jungien signifie que vous avez fait ce que la majorité des gens ne font jamais. Vous vous êtes tourné vers l'intérieur. Vous avez affronté votre ombre, toutes ces parties de vous-même que vous fuyiez sans le savoir. Vous avez laissé tomber votre persona, ce masque social que nous portons
pour obtenir l'approbation des autres. Vous avez intégré votre anima ou votre animus, fait la paix avec votre opposé intérieur, et vous avez touché ce que Jung appelait le soi avec un grand S, ce centre de conscience qui existe au-delà de votre ego. Vous êtes devenu entier, pas parfait, pas fini, mais entier. Et quand vous êtes entier, tout le jeu de la relation bascule. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter parce que vous l'êtes déjà. Vous ne cherchez pas votre moitié parce que vous avez découvert que vous n'avez jamais été une moitié au départ. Vous n'essayez pas de combler un vide parce que vous avez appris à vous asseoir avec ce vide et à découvrir qu'il est en réalité une plénitude. C'est cela que signifie être éveillé dans le contexte amoureux. C'est le prérequis pour ce que Jung considérait comme la véritable union sacrée. Mais c'est ici que cela devient profondément intéressant. Quand vous atteignez enfin ce lieu de complétude, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous arrête net, pas parce qu'il vous complète, mais parce qu'il vous voit. Il vous voit réellement. Et dans ses yeux, vous reconnaissez quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Une autre personne entière. Ce n'est pas l'attraction désespérée de la projection. C'est l'attraction magnétique de la reconnaissance de l'âme. C'est radicalement différent de tout ce que vous avez connu. Vous le saurez parce qu'il y a de la clarté en même temps que l'attraction. Il y a de la paix en même temps que l'excitation. Vous percevez ces ombres et vous n'avez pas besoin de les réparer. Vous remarquez ces blessures et vous n'avez pas besoin de les guérir. Vous vous sentez attiré, mais pas désespéré. Jusqu'ici, nous avons exploré comment la projection inconsciente gouverne l'attraction tant que le travail intérieur n'a pas été accompli. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste au moment précis où vous commencez à reprocher à l'autre d'avoir changé alors que c'est votre regard qui s'est transformé. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil dont nous n'avons pas encore parlé. Pourquoi tombez-vous amoureux, au juste, et comment la réponse à cette question change-t-elle absolument tout ce qui suit? Plongeons maintenant dans une analyse plus profonde, spécifiquement pour vous qui m'écoutez depuis la France, dans une culture imprégnée de rationalisme cartésien, mais aussi d'un romantisme tragique, parfois pesant. Vous rencontrez quelqu'un lors d'un dîner ou d'une soirée. À travers la pièce, vos regards se croisent. La conversation coule comme si vous vous connaissiez depuis des siècles. Cette personne rit à vos plaisanteries. Elle semble fascinée par vos récits. En quelques heures, vous vous demandez si c'est l'élu ou l'élu de votre cœur. Jung a passé des années à comprendre la raison profonde de cette puissance émotionnelle. La vérité est brutale. La personne pour qui vous venez de craquer n'est pas celle que vous croyez. Dans ce moment de reconnaissance, ce que vous voyez n'est pas elle. C'est votre propre inconscient projeté sur son visage comme un film sur un écran. Vous voyez les parties de vous-même que vous n'avez pas encore intégrées, les qualités que vous avez reniées, les énergies que vous avez repoussées. Pour les hommes, Jung appelait cette projection l'anima, l'énergie féminine inconsciente. Pour les femmes, c'est l'animus, l'énergie masculine inconsciente. Mais au-delà du genre, nous portons tous ces polarités. Si vous n'avez pas fait le travail d'intégration,
vous projetez inévitablement. Vous voyez une femme mystérieuse et intuitive, mais vous percevez en réalité votre propre monde émotionnel inexploré. Vous voyez un homme confiant et puissant, mais vous discernez votre propre capacité d'action non développée. C'est pour cela que l'attraction initiale ressemble à une complétude. Psychologiquement, c'en est une. Vous rencontrez enfin les morceaux manquants de vous-même, mais à l'extérieur, et aucun être humain ne peut porter cette projection très longtemps. Rappelez-vous votre dernière relation intense. Au début, l'autre était parfait. Vous aviez cette liste de qualités extraordinaires. Puis, cette même liste est devenue une suite de déceptions. L'autre n'était plus aussi attentionné. Son humour est devenu lassant. Sa profondeur n'était qu'un silence vide. Qu'est-ce qui avait changé? L'autre n'avait pas changé. C'est votre projection qui s'était levée. Vous aviez commencé à le voir tel qu'il était. Un être humain complexe, imparfait, magnifique dans ses failles. Mais parce que vous étiez amoureux de votre projection et non de lui, vous vous êtes senti trahi. Votre psyché vous avait utilisé. Elle avait utilisé l'autre pour vous montrer ce qui demandait à être intégré en vous. Jung a cartographié ce cycle avec une précision chirurgicale. D'abord vient l'enchantement, tout brille. Puis vient la déception, l'image parfaite se fissure. Ensuite vient la lutte pour le pouvoir. Vous essayez de changer l'autre pour qu'il redevienne votre projection. Pourquoi n'es-tu plus aussi spontanée? Pourquoi as-tu cessé d'être mystérieuse? Vous essayez de sculpter l'autre pour qu'il rentre à nouveau dans votre fantasme. Enfin, vient soit la rupture, soit la mort lente de la relation, où deux personnes coexistent mais ne se rencontrent plus. Vous vous dites que c'est la vie, que la passion s'émousse. Mais le vrai problème n'est pas que la passion s'émousse, c'est qu'elle n'a jamais été fondée sur la réalité. C'est ici que je veux m'adresser directement à la psyché française. En France, nous avons cette tendance à intellectualiser nos émotions pour nous protéger de leur force brute. Nous sommes les héritiers de Voltaire et de Descartes. Nous aimons croire que nous contrôlons nos choix par la raison. Mais en matière d'amour, notre rationalisme n'est souvent qu'une armure pour un cœur terrifié par son propre abîme. Nous nous L'éveil n'est pas une mince affaire de salon littéraire. C'est une démolition de l'ego. Maintenant, faisons une pause. Posez les deux mains sur vos genoux ou sur votre poitrine. Inspirez lentement par le nez. Comptez jusqu'à 4, puis expirez encore plus lentement. Pensez à une relation passée qui s'est terminée dans la confusion ou la douleur. Ne l'analysez pas encore. Laissez simplement un souvenir précis remonter à la surface. Une image, un mot, une sensation dans le corps. Maintenant, demandez-vous, sans jugement,
Qu'est-ce que je cherchais réellement chez cette personne? Quelle partie de moi-même espérais-je trouver en elle? Ne forcez pas une réponse. Observez simplement ce qui se lève en vous. Une contraction dans la gorge, une chaleur dans la poitrine, une légère résistance. Respirez encore une fois, lentement. Ce que vous venez de sentir, c'est votre inconscient qui commence à parler. Le travail d'éveil commence par l'ombre. C'est l'étape la plus difficile et de loin la plus révélatrice. L'ombre contient tout ce que vous niez en vous. Votre colère refoulée, votre jalousie inavouable, votre égoïsme dissimulé derrière le masque de la bienveillance. La plupart des gens passent leur vie à fuir leur ombre en la projetant sur les autres. Celui qui se plaint constamment des gens manipulateurs est souvent inconsciemment manipulateur lui-même. Ce que vous jugez durement chez les autres est presque toujours votre propre ombre qui vous signale ce qui demande à être intégré. Affronter l'ombre signifie l'assumer, non pas agir selon chaque impulsion sombre, mais reconnaître que ces impulsions existent en vous. S'asseoir avec la vérité inconfortable, que vous êtes capable de la même cruauté que celle que vous condamnez. C'est terrifiant, car cela signifie que le masque tombe. Mais dans cette confrontation, un miracle se produit. Jung appelait cela la fonction transcendante. En acceptant d'être à la fois lumière et obscurité, vous devenez entier. L'ombre perd son pouvoir sur vous. Vous n'êtes plus contrôlé par ce que vous niez. Ensuite, il faut laisser tomber la persona. En France, la persona est extrêmement développée. C'est cette élégance sociale, ce savoir-vivre, ce rôle de l'intellectuel, de la mère parfaite ou du professionnel accompli. Nous tenons tellement à notre image que nous finissons par croire que nous sommes ce masque. Se libérer de la persona, c'est risquer le rejet. Si les gens aiment le masque, aimeront-ils le vrai vous? Si vous avez construit votre valeur sur le fait d'être fort, que se passe-t-il quand vous admettez votre vulnérabilité? Mais laisser tomber le masque est une libération. Vivre de manière authentique est infiniment préférable au fait d'être aimé pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Puis vient l'intégration de l'anima ou de l'animus. Pour un homme, cela signifie développer sa sensibilité, son intuition, sa réceptivité. Pour une femme, cela signifie développer son autorité, sa logique, sa force d'action. Ce n'est pas une question de genre, mais d'équilibre des énergies intérieures. Tant que ces énergies demeurent inconscientes, vous chercherez la complétude chez l'autre. Et cela engendre la dépendance affective, le ressentiment et la déconnexion progressive. Une personne entière n'a pas besoin que l'autre soit son moteur ou sa boussole. Enfin, vous vous connectez au soi. Ce n'est pas l'ego, cette voix qui bavarde sans cesse dans votre tête. C'est le centre profond de votre être. Certains l'appellent l'âme, d'autres la présence. Lorsque vous touchez ce centre, vous réalisez que vous n'êtes pas votre histoire, ni votre passé, ni vos traumatismes, ni vos succès. Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Dans cette réalisation, il y a une humilité immense et une puissance tranquille. Vous n'êtes plus identifié à vos petites préoccupations d'ego. C'est cela être éveillé selon Jung. Ce n'est pas devenir un saint, c'est devenir conscient. C'est devenir
soi-même, pas celui qu'on attendait que vous soyez. Il était architecte, 52 ans, établi à Paris depuis 20 ans. Un homme brillant, reconnu dans son domaine, habitué à concevoir des espaces pour les autres, sans jamais vraiment habiter le sien propre. Sa première femme l'avait quitté après 15 ans, en disant quelque chose qu'il avait mis des années à entendre. Tu construis de magnifiques maisons, mais tu n'es jamais dedans. Il s'était jeté dans le travail, puis dans une nouvelle relation, puis dans une autre. Chaque fois, la même trajectoire, une attraction initiale intense, une période de grâce, puis une étrange étrangeté qui s'installait, comme si quelque chose en lui refusait de rester présent. Il sentait une tension dans la mâchoire chaque fois que l'autre lui demandait d'être vulnérable, une raideur dans les épaules dès que la conversation devenait émotionnellement dense. Son corps lui disait quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. À 50 ans, après une troisième relation qui s'était effondrée de la même façon, il a commencé une analyse jungienne. Pendant 2 ans, il a fouillé. Il a découvert un père émotionnellement absent, une mère qui valorisait uniquement la performance et une conviction profondément enfouie. Être vu vraiment, c'est être abandonné. Un soir, après une séance particulièrement déchirante, il est rentré chez lui et a pleuré pendant 1 heure sans raison apparente. Il a posé les mains sur sa poitrine et laissé la douleur traverser sans chercher à la construire en quelque chose. Ce n'était pas dramatique, c'était simplement réel. Et pour la première fois depuis des décennies, la mâchoire s'est relâchée. 2 ans plus tard, il a rencontré une femme lors d'une inauguration. Il n'y avait pas eu de coup de foudre foudroyant. Il y avait eu quelque chose de plus étrange et de plus précieux. Une facilité. Il pouvait dire « je ne sais pas » sans que ses épaules se contractent. Il pouvait être silencieux sans que le silence soit une menace. Elle ne le complétait pas. Elle le voyait. La tension chronique dans sa mâchoire avait été le gardien d'une vérité qu'il ne pouvait pas encore porter. Ce sont les endroits où le corps se ferme qui indiquent les seuils que l'âme attend de franchir. Quand vous avez accompli ce travail, la relation devient possible d'une manière totalement nouvelle. Vous ne rencontrez pas l'autre à partir du manque, mais à partir de la plénitude. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour porter vos projections. Vous cherchez quelqu'un qui a fait son propre travail et qui peut se tenir debout dans sa propre complétude pendant que vous vous tenez dans la vôtre. C'est cela la reconnaissance de l'âme. Ce n'est pas la version simplifiée où vous trouvez votre moitié. C'est la version réelle où 2 personnes entières choisissent de créer quelque chose ensemble. Et soyons honnêtes, ce genre de rencontre est rare. Non pas parce que les âmes sœurs sont rares, mais parce que les personnes qui font ce travail intérieur sont rares. La plupart des gens préfèrent rester endormis, enchaîner les relations de projection ou s'installer dans une routine sans vie. Les gens inconscients ne peuvent pas vivre un amour conscient. Ils vivent la dépendance, l'habitude, le confort, mais pas la connexion des âmes éveillées. Nous avons exploré comment l'éveil transforme radicalement la qualité de la présence que vous apportez à toute rencontre. Dans le quotidien, cela devient visible lorsque vous pouvez rester dans la pièce avec une émotion difficile sans immédiatement la reporter sur l'autre. Mais il reste une dimension
que peu de gens voient venir. À quoi ressemble concrètement la rencontre de deux êtres éveillés et pourquoi est-elle parfois plus exigeante qu'une relation ordinaire? Imaginez maintenant que vous avez parcouru ce chemin. Vous avez affronté votre ombre, vous avez appris à poser des limites, vous avez intégré vos polarités. Et vous rencontrez quelqu'un. L'attraction est là, mais elle est calme. Vous êtes curieux de savoir qui est cette personne, pas seulement de ce qu'elle vous fait ressentir. Dès les premiers rendez-vous, vous montrez votre authenticité. Il n'y a plus de jeu de séduction factice. Vous parlez de vos vulnérabilités, de vos parcours intérieurs. L'autre fait de même. Il n'y a personne à sauver. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, la présence de l'autre vous met au défi de rester conscient. Quand vous vous sentez activé ou blessé, vous ne pouvez plus simplement blâmer l'autre. Vous devez faire une pause, respirer et vous demander si c'est votre ancienne blessure qui parle ou si c'est la réalité présente. Parce que l'autre est conscient aussi. Il ne réagit pas de manière défensive. Il est curieux de comprendre ce qui se passe entre vous. Cela crée ce que Jung appelait la participation mystique, une fusion de conscience où vous restez des individus distincts tout en étant mystérieusement reliés. C'est une interdépendance consciente. C'est cela que signifie être des âmes sœurs, deux individus complets qui trouvent une résonance si profonde que cela ressemble à un retour chez soi à travers l'autre. Ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de la conscience pendant le conflit. Ce n'est pas toujours se sentir bien, c'est toujours aller vers la vérité. Les ombres apparaissent toujours. Bien sûr, vous êtes humain. Votre ancienne blessure d'abandon se réveille quand l'autre a besoin d'espace. Mais vous pouvez nommer les choses. Je remarque que je me sens abandonné en ce moment, même si je sais que tu as juste besoin d'une soirée pour toi. En nommant cela, le schéma inconscient perd son emprise. Vous ne réagissez plus. Vous répondez à partir de la conscience. Jung connaissait cela par expérience personnelle. Sa relation avec sa femme Emma était complexe. Sa liaison avec Tony Wolff était controversée. Mais à travers tout cela, il étudiait ce qui se passe quand des personnes conscientes tentent l'union sacrée. Il a découvert que la vraie relation consiste à trouver quelqu'un prêt à rester conscient avec vous pendant que vous naviguez tous les deux dans vos imperfections. La rencontre de deux âmes éveillées crée la conjunctio, le mariage sacré, pas seulement entre deux personnes, mais entre tous les opposés qu'elles portent, masculin et féminin, ombre et lumière, esprit et matière. Le problème, c'est que personne ne vous dit que c'est encore difficile. Parfois, c'est même plus difficile qu'une relation inconsciente, parce qu'il n'y a nulle part où se cacher. Dans une relation inconsciente, vous pouvez blâmer l'autre pour tout. C'est confortable d'être une victime. Cela vous évite de vous regarder en face. Dans l'amour conscient, cette protection disparaît. Vous êtes le miroir l'un de l'autre, et les miroirs ne mentent pas. Ils montrent tout, le beau, le laid, la maturité et l'enfantillage. Voici un schéma classique. Vous passez une bonne journée. L'autre dit quelque chose, peut être d'innocent, et soudain vous êtes envahi par la rage ou la honte. Dans une relation inconsciente, vous attaquez,
Tu fais toujours ça, tu ne m'écoutes jamais. Dans une relation consciente, vous vous attrapez vous-même. Vous dites « J'ai besoin d'une minute. Quelque chose vient de se passer en moi et je dois comprendre ce que c'est avant de répondre. » Vous allez vous asseoir avec votre émotion. Vous vous demandez à quel souvenir cela se connecte, quelle vieille blessure vient d'être activée. Presque à chaque fois, vous découvrez que le déclencheur n'est pas l'autre. C'est votre père qui ne vous écoutait pas, votre mère qui critiquait tout, votre ex qui vous a trahi. Vous alliez punir votre partenaire pour un crime qu'il n'a pas commis. C'est cela le travail de l'amour conscient. Séparer le passé du présent, la projection de la réalité. C'est épuisant, c'est humiliant pour l'ego, mais c'est libérateur. Vous cessez de créer le même drame dans chaque relation. Une personne inconsciente utilise la relation pour rester endormie. Une personne consciente utilise la relation pour s'éveiller davantage. Prenons un exemple concret. Vous rentrez tous les deux du travail. Vous voulez de la connexion, l'autre veut de l'espace. Dans une relation classique, cela finit en dispute. Vous vous sentez rejeté, l'autre se sent étouffé. La soirée est gâchée. Dans une relation consciente, vous remarquez la contraction dans votre poitrine. Vous reconnaissez votre vieille histoire d'abandon qui dit que si l'autre a besoin d'espace, il ne vous aime plus. Vous dites « Je remarque que je me sens activé. Ma blessure d'abandon est là. Pouvons-nous en parler ?» L'autre conscient ne se sent pas coupable. Il dit « Je te vois, je t'aime. Mon besoin d'espace n'est pas contre toi. J'ai juste besoin de processer ma journée. Donnons-nous 20 minutes chacun de notre côté, puis retrouvons-nous. 20 minutes plus tard, la connexion est réelle parce que vous n'avez pas laissé l'inconscient prendre les commandes. Maintenant, installez-vous confortablement. Posez une main sur votre cœur. Inspirez lentement jusqu'à sentir votre main se soulever légèrement, puis expirez en laissant les épaules descendre. Pensez à quelqu'un dans votre vie actuelle qui vous active, qui déclenche en vous une réaction disproportionnée. Ne cherchez pas à justifier cette réaction. Demandez-vous simplement, quelle partie de moi cette personne éveille-t-elle? Restez avec cette question. Laissez-la descendre de la tête vers la poitrine. Y a-t-il une émotion ancienne qui cherche à être vue ici? Une vieille conviction qui dit « Je ne mérite pas » ou « Je dois toujours être fort » ou « Si l'autre s'éloigne, c'est que je suis insuffisant ». Respirez une fois encore, profondément. Et sachez que reconnaître cela, simplement, sans drama, c'est déjà le travail. Mouais. Mais il y a un défi que peu de gens voient venir. Quand vous êtes deux individus forts et entiers, il y a une tension naturelle entre l'autonomie et l'intimité. Vous n'avez pas besoin l'un de l'autre, et c'est sain. Mais cela signifie que vous devez vous choisir activement chaque jour, non par besoin, mais par désir et par engagement délibéré. Cela demande une véritable négociation vulnérable. Vous voulez voyager 3 mois, l'autre veut de la stabilité. Vous avez besoin de profondeur émotionnelle, l'autre a besoin de logique et de structure. Comment honorer les deux sans que personne ne s'efface? C'est là que beaucoup de relations conscientes échouent, car la conscience ne résout pas magiquement les incompatibilités pratiques. Parfois,
Deux personnes éveillées s'aiment, mais doivent prendre des chemins différents. La conscience, c'est aussi savoir quand une relation ne sert plus la croissance de chacun. Il existe également un piège spécifique pour les personnes éveillées, le contournement spirituel. C'est utiliser la psychologie et la spiritualité pour éviter de ressentir. Analyser son émotion au lieu de la vivre. Parler de son ombre au lieu de s'asseoir dans l'inconfort de sa noirceur. Transformer chaque conflit en séance de thérapie au lieu d'être simplement humain. On peut être tellement conscient qu'on oublie d'être présent. Le vrai amour conscient demande les deux. La conscience et l'innocence, la psychologie et la spontanéité, le travail et le jeu. Quand vous trouvez cet équilibre, la relation devient un troisième être. Ce n'est plus vous, ce n'est plus l'autre, c'est l'espace sacré entre vous. Jung appelait cela le téménos, le sanctuaire protégé où la transformation se produit. Dans ce sanctuaire, vous êtes tous deux vus et mis au défi de devenir encore plus vous-même. La croissance de l'autre vous excite au lieu de vous menacer. Sa guérison inspire la vôtre. Sa plénitude ne vous fait pas vous sentir inadéquat. Elle vous invite à habiter votre propre plénitude. Elle avait 60 ans, retraitée d'une carrière dans l'enseignement à Bordeaux, et elle était convaincue que la fenêtre de l'amour profond était désormais fermée pour elle. Elle avait été mariée 22 ans à un homme qu'elle avait aimé à sa manière, mais avec qui elle avait vécu une coexistence polie plutôt qu'une véritable rencontre. Après le divorce, elle avait fait ce que peu font à cet âge. Elle était entrée en analyse, non par mode ou par curiosité intellectuelle, mais par une faim viscérale de comprendre comment elle avait pu passer 2 décennies à côté d'elle-même. Elle avait découvert une femme qui avait appris très tôt à rendre les autres à l'aise au détriment de sa propre vérité. Elle avait vu comment son animus, cet élan intérieur vers l'autorité et l'action, avait été réprimé depuis l'enfance par une mère qui valorisait la douceur féminine avant tout. Ce travail avait duré 4 ans. 4 ans pendant lesquels elle avait appris à dire non sans s'excuser, à prendre de la place sans se sentir coupable, à exister pour elle-même, non pour être utile aux autres. Un nœud persistant dans le sternum, qu'elle avait porté sans y prêter attention pendant des années, avait progressivement disparu. À 60 ans, lors d'une retraite consacrée à la philosophie du vieillissement, elle avait rencontré un homme, veuf, de son âge. Il n'y avait pas eu de passion dévorante. Il y avait eu quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Une égalité. Il l'écoutait, sans chercher à la résoudre. Elle l'observait sans chercher à le transformer. Leurs ombres étaient visibles à tous les deux, et aucun des deux ne prétendait qu'elle n'existait pas. La première fois qu'il l'avait contrariée, elle avait senti le vieux réflexe, se taire, s'effacer, préserver la paix. Mais quelque chose de nouveau avait tenu bon en elle. Elle avait dit ce qu'elle pensait, simplement, sans violence. Et il avait écouté. Pas pour la convaincre qu'elle avait tort, simplement pour comprendre. Ce n'est pas l'amour qui avait changé. C'est elle qui était devenue capable de le recevoir sans le déformer. L'intégration de l'animus ne mène pas seulement à l'autonomie. Elle mène à la capacité d'être vraiment avec l'autre, non pas malgré sa force, mais grâce à elle.
C'est cela la promesse de la rencontre des âmes sœurs éveillées. Ce n'est pas une vie sans douleur. C'est une vie où la douleur a un sens. Ce n'est pas une vie sans dispute. C'est une vie où les disputes construisent au lieu de détruire. Maintenant, revenons à vous. Que faites-vous de tout cela? Si vous écoutez ceci, vous êtes probablement déjà sur le chemin. Peu. Être guérissez-vous encore de relations inconscientes? Peu. Être avez-vous fait suffisamment de travail pour reconnaître vos schémas, mais n'avez pas encore rencontré votre partenaire? Peu. Être êtes-vous dans une relation de longue date et vous vous demandez si l'amour conscient est encore possible entre vous? Voici la vérité. Le travail que vous faites sur vous-même n'est jamais perdu. Chaque moment passé à affronter votre ombre, chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la réaction, vous prépare. On ne trouve pas son âme sœur, on devient prêt pour elle. Et cette préparation ne consiste pas à être parfait, mais à être assez conscient pour reconnaître quand vous projetez et assez honnête pour l'admettre. La rencontre de deux âmes n'est pas l'union de deux personnes parfaites. C'est l'union de deux personnes imparfaites qui voient leur imperfection avec clarté et qui assument la responsabilité de leur monde intérieur. Jung dirait de faire confiance au processus. Votre voyage d'individuation est ce qui importe le plus. Chaque relation passée qui n'a pas fonctionné vous a appris quelque chose de vital. Chaque moment de solitude a développé une force en vous. Le timing ne vous est pas hostile parce que l'univers est cruel, mais parce que vous aviez encore besoin de devenir. Et si l'autre n'est pas éveillé? C'est une question que beaucoup se posent. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément, mais si cette personne refuse de regarder son ombre, si elle préfère rester dans le blâme et la projection, vous ne pouvez pas la forcer. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas s'éveiller. L'amour conscient signifie aussi avoir la force de s'éloigner d'une connexion, même profonde, si elle n'honore pas votre croissance. C'est l'une des leçons les plus dures que Jung nous enseigne. Mais quand la rencontre arrive, c'est une grâce. Ce n'est pas comme dans les films, c'est plus subtil. C'est dans la façon dont l'autre répond quand vous êtes vulnérable. C'est dans sa capacité à assumer sa part de responsabilité. C'est dans la qualité de sa présence, dans sa capacité à tenir l'espace pour vos émotions sans essayer de vous réparer. C'est dans le sentiment que vous pouvez être totalement vous-même, sans masque, sans performance. Le but ultime n'est pas la relation elle-même. Le but est la complétude, la totalité de l'être. La relation est le contenant sacré où cette totalité peut s'exprimer. Si la relation vient, c'est merveilleux. Si elle ne vient pas, vous êtes toujours entier. Si elle s'arrête, vous restez entier. Cette plénitude est à vous pour toujours. C'est la liberté ultime dont parlait Jung. Vous n'avez besoin de personne pour être complet. Vous l'êtes déjà. Et c'est à partir de cette complétude que vous pouvez véritablement aimer. Deux personnes conscientes en union sacrée rayonnent quelque chose vers le monde. Elles montrent qu'un autre paradigme de relation est possible. Un paradigme fondé sur la conscience, non sur le besoin, sur la plénitude, non sur le vide, sur la reconnaissance sacrée,
non sur la projection inconsciente. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas en retard, vous êtes exactement là où vous devez être sur votre chemin d'individuation. L'amour dont vous êtes capable, cet amour éveillé et entier, est déjà en vous. Restez fidèle à vous-même. Continuez à regarder dans votre propre miroir. Continuez à intégrer vos ombres. La conscience est son propre cadeau. Et si deux âmes se reconnaissent dans cette lumière et choisissent de marcher ensemble, c'est une alchimie qui transforme non seulement leur vie, mais le tissu même de l'existence humaine. C'est ce qui se passe quand un être éveillé rencontre son âme sœur. C'est la transformation que Carl Jung a passé sa vie à essayer de nous faire comprendre. Le voyage continue, le travail continue, l'éveil continue, et dans ce mouvement perpétuel, l'amour finit par trouver son chemin. Non pas l'amour que vous avez appris à vouloir, mais l'amour pour lequel vous avez été créé. Celui qui ne vous complète pas, mais qui vous célèbre. Celui qui ne vous possède pas, mais qui vous choisit. Prenez le temps d'intégrer ces paroles. La psychologie de Jung n'est pas une théorie froide. C'est une carte pour l'aventure la plus périlleuse et la plus exaltante de votre vie. Devenir qui vous êtes. En France, nous avons toutes les ressources intellectuelles pour comprendre cela. Mais avons-nous le courage émotionnel de le vivre? Avons-nous le courage de briser nos idoles intellectuelles pour embrasser la réalité brute de notre âme? C'est le défi que je vous lance aujourd'hui. Ne vous contentez pas de comprendre Jung. Vivez-le. Transformez chaque déclencheur en portail, chaque déception en leçon, chaque moment de solitude en sanctuaire. C'est ainsi que vous devenez magnétique pour une âme de la même fréquence. Le monde a besoin de plus de couples conscients, de plus de personnes qui refusent de dormir dans leurs relations. Soyez l'un d'eux. Soyez celui ou celle qui ose regarder l'ombre et y trouver de l'or. Soyez celui ou celle qui ose aimer à partir de la plénitude. Le reste suivra. La synchronicité fera son œuvre. Les rencontres se produiront et quand elles arriveront, vous serez prêts. Vous ne douterez pas parce que vous vous connaîtrez si bien que vous reconnaîtrez immédiatement la résonance du vrai. Que votre chemin vers vous-même soit pavé de conscience et de lumière. L'éveil est un choix de chaque instant, surtout dans le domaine du cœur. Restez éveillé, restez entier, et laissez l'amour être l'alchimie qui couronne votre existence. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.